personne explique ce qu'elle fait, comment elle travaille, etc. Et après, vous lui posez des questions en direct. Vous parlez d'être à plusieurs, de débattre. Alors, il y a plusieurs sujets, vous avez vu, il y a le programme, il y a astrologie, il y a tarot, il y a technologie, il y aura... Donc nous allons accueillir, nous sommes à Croissy-Beaubourg, nous allons accueillir Roger Benoît Jourlin, qui a écrit 2 ouvrages chez Derby. Vous voulez passer notre bouquin? Et donc c'est un auteur très, très ambitieux dans sa façon de concevoir l'astrologie, qui veut la réformer, la reconstituer, la retrouver. Et donc en compagnie de l'équipe de TV Urania, c'est-à-dire Roger Equet, Mireille Petit et Sophie Artois, je vais interviewer Roger Benoît Jourlin. Voilà. Bon, je me mets là alors. Vous voulez, oui. Je voudrais vous interroger comme ça d'entrée de jeu, comme ça pour briser un petit peu le mou de certaines formulations. Je voudrais vous interroger, vous titiller un petit peu sur la question des aspects. Oui. Roger Benoît Jourlin. Est-ce que pour vous les aspects c'est quelque chose qui pour vous a c'est de l'astronomie ou c'est de l'astrologie? Est-ce que par exemple, ça ne vous gêne pas par exemple qu'il y ait un carré, quand je parle par exemple d'un carré entre 2 planètes, comment dirais-je, on ne voit pas le... Parce que c'est une donnée astronomique si l'on veut, mais enfin je veux dire, c'est plutôt une donnée mathématique. Je crois que vous êtes un petit peu, c'est pour ça que vous êtes intéressé par l'astrologie, vous êtes un petit peu entre l'astronomie et le nombre, c'est ça, un peu sur ces deux. Eh bien, vous n'avez pas tort. On peut dire que l'astrologie participe à la fois de l'astronomie, quand on base sur lequel elle s'appuie, car on ne pourrait pas faire d'astrologie si l'astronomie n'existait pas. Et d'ailleurs, plus l'astronomie progresse, nos connaissances en astronomie, plus l'astrologie peut progresser. C'est ainsi, par exemple, que les planètes qui étaient connues du temps des Grecs, par exemple, eh bien, les planètes étaient au nombre simplement de 7, hein, et que depuis, on a trouvé des planètes, on en a trouvé 3 de plus, qui sont, de mémoire, Uranus, Neptune et Pluton. Alors donc effectivement, l'astrologie repose sur des bases certaines qui sont fondées sur le calcul. Maintenant, vous faites allusion à, à la numérologie, c'est autre chose. Alors, en ce qui concerne la numérologie, il est certain qu'on peut voir des analogies extrêmes et tout à fait intéressantes entre les facteurs astrologiques et le nombre. Et je prendrai un exemple, vous avez cité le carré, mais le carré c'est plutôt signe, en principe de difficulté, porte d'espoir, mais néanmoins je prendrais plutôt plutôt que le carré, je prendrais le trigone. Le trigone qui est un aspect qui est tout de même plus optimiste. Alors, ou moins difficile plus exactement. Alors, en ce qui concerne le trigone, pour reprendre donc ce que vous avez demandé, quand on prend le chiffre 3, le sens nous est donné par Pythagore et tous les numérologistes de l'époque, qui étaient aussi de grands mathématiciens et qui touchaient beaucoup à l'astronomie. Eh bien, quand vous prenez le 3, son sens, c'est l'épanouissement. N'est-ce pas? C'est le principe d'expansion de Corman. Et donc, ce 3 est en rapport, et 3, vous pouvez prendre sa définition, c'est exactement celle, en ce qui concerne les signes, du Sagittaire, et c'est exactement celle de la planète Jupiter. Et c'est bien autre chose au niveau de l'astrologie, et par exemple, dans ce livre, vous verrez, là où j'ai cherché toutes les analogies, vous verrez que le 1, c'est aussi le trigone, c'est-à-dire l'aspect que font 2 planètes à 120 degrés. Donc, pour résumer, il est certain que l'astrologie se nourrit de la science de son époque, de la science dans sa totalité, y compris les mathématiques,
y compris tout ce que vous pouvez imaginer, y compris la biologie, y compris la psychologie. Elle se nourrit même des traditions, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient juives, qu'elles soient indiennes, parce que finalement, et je l'ai démontré dans ce livre, Le cercle astrologique, on peut très bien faire coïncider le schéma explicatif de l'astrologie avec par exemple le schéma yin-yang des Chinois. On peut le faire coïncider aussi avec l'arbre des séphirotes de la Kabbale, et on s'apercevra que avec des mots différents, les grands penseurs et les grands mystiques, les deux, on peut dire, ont retrouvé des formules communes. Alors, pour reposer un peu dans la question des aspects, est-ce que pour vous la conjonction est un aspect du même ordre que le trigone ou le carré au niveau de sa réalité astronomique? Pas du tout. Je suis en train de vous dire que chaque aspect a une définition extrêmement précise. Alors, donc, pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais, par exemple, j'entends dire parfois, par exemple, un sextile, eh bien, c'est comme un trigone, mais un peu moins fort. Un semi-carré, c'est comme un carré, mais un peu moins fort. Tout ça est complètement faux. Il faut voir exactement la signification, et on l'a fait, vous le voyez dans le livre, en partant justement de la numérologie et du signe, on voit exactement ce que c'est. Alors donc une conjonction, c'est le début et la fin d'un cycle, et il faut distinguer entre une conjonction qui part et une conjonction qui revient. Et c'est tout à fait différent. Et d'ailleurs, quelqu'un a bien étudié ça, c'est Rudyard, à qui on doit beaucoup au plan des processus. Mais pour répondre à votre question, pas du tout, une conjonction n'a rien à voir avec un carré. Parce que non, ma question était plus exactement, quand il y a une conjonction entre deux astres, on voit que la conjonction se forme. Oui. Elle est visible. Alors qu'un carré ou un trigone, bon, finalement, c'est une réalité c'est un écart mathématique qu'on ne perçoit pas au niveau de la conscience immédiate. Non, mais elle est mesurée, et déjà, comment dirais-je, tout sur les ziggourats, enfin déjà, comment dirais-je, ce que l'on appelait les mages, qui en fait n'étaient pas des fous ou des utopistes, qui étaient plutôt ce qu'on appelle des gens de haute qualité, avec beaucoup de connaissances mathématiques, étudiaient soigneusement le mouvement des astres, et les éphémérides étaient précises. Alors pour répondre à votre question, on calcule et on peut vérifier maintenant, effectivement, à partir de la réalité terrestre, à partir de notre point de vue, parce que nous ne nous baladons pas dans l'espace, donc par rapport à notre position, il existe bien par rapport à notre position des phases de commencement, de fin, avec des intermédiaires, donc prenez par exemple le Soleil et la Lune, eh bien il va y avoir les premiers quartiers, le deuxième, pour le carré que vous avez évoqué, vous avez un premier quartier qui n'est pas le deuxième quartier. Et l'opposition, puisque je prends comment dirais-je, l'exemple du Soleil et de la Lune, parce que je pense que c'est un plus frappant, puisqu'il permet de comprendre l'analogie avec ce qui se passe sur Terre. On sait chacun que les jardiniers savent que si on plante des choux ou des salades, bon, à la lune montante, elles vont monter. Si on les plante à la lune descendante, elles vont pommer. Donc, il y a donc des réalités à la fois qui se vérifient au plan empirique et au plan des calculs astronomiques. Il n'y a pas disharmonie, il n'y a pas d'opposition entre la science. Il peut y avoir une opposition des scientifiques à l'égard de l'astrologie, mais en fonction de leurs propres critères. Car je voudrais dire ici que la science a sa vérité, comme la musique a sa vérité, mais que la vérité scientifique est une vérité qui est valable au niveau où il se place, empirique, et que effectivement ils n'auront jamais, ils ne peuvent pas avoir la prétention d'avoir tout défini, à tel point que les schémas qu'ils ont explicatifs peuvent changer. Moi j'ai 78 ans, et quand j'ai passé mon bac, on en était à la théorie de la matière, enfin c'était le début de l'ondulatoire, enfin j'étais avec les atomes et machin, ensuite c'était ondulatoire, et puis on a vu avec la physique quantique que ça changeait énormément, et que à côté de cette réalité mécanique, il existait bien autre chose, avec une logique tout à fait différente, et donc on peut dire que la vérité scientifique à sa noblesse, elle permet de réussir, elle permet, si vous voulez, de bien des choses, mais il ne faudrait pas penser que la vérité scientifique est la vérité. C'est la vérité scientifique.
J'ai deux questions à vous poser, toujours dans notre sujet. Première question, vous avez cité le cas du rapport Soleil-Lune. Le carré, dans le cadre Soleil-Lune, on le voit. Oui. Ça donne, on voit qu'il y a une demi-lune, etc. Vous voulez dire à l'œil nu? Oui, c'est ça. Il y a une visualisation de l'aspect Soleil-Lune. Oui. Il n'y a pas une visualisation comparable d'un aspect, par exemple, Jupiter-Mars, etc. Parce que ça ne donne pas lieu à un spectacle particulier. Non, pour moi qui ne suis pas occupé et qui n'ai pas les instruments, mais pour ceux qui les ont, bien sûr. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à... Non, mais je veux dire, on est frappé par une conjonction entre deux planètes. Oui, on n'est pas frappé de la même façon par un aspect entre deux planètes. Je pense qu'on... Parce qu'on ne les voit pas. Ça n'est pas. Quand on voit deux objets qui se retrouvent, on dit voilà, ils se retrouvent. Quand on voit deux objets qui sont écartés, c'est tout à fait vrai. On peut dire oui, ils sont écartés. Quel est l'écart qui est intéressant ou pas? On n'en sait rien. Le seul aspect qui est vraiment évident, c'est celui de la conjonction. C'est celui qui est constatable à l'œil nu. Voilà. Alors maintenant, quant aux instruments, j'ignore où on va aller, mais ce que je peux vous assurer, c'est que les cycles de la Lune sont scientifiquement prouvés, ils apparaissent dans les calendriers, ils servent à beaucoup de choses. J'ai vu qu'il y a un monsieur qui avait fait un bouquin là-dessus. C'est la base les lunaisons sont extrêmement importantes au niveau des marées, au niveau de tout ce que vous voulez. Donc pour répondre à votre question, non, une conjonction n'est pas carrée et chaque aspect a sa spécificité. Alors, d'autres questions, vous parlez beaucoup un peu de l'histoire de l'astrologie. Qu'est-ce que vous pensez des aspects aux étoiles fixes? Je n'ai pas travaillé la question. Parce qu'on s'en occupait beaucoup dans l'Antiquité, justement. Oui, mais si vous voulez... Comment ça se fait qu'à votre avis, ça a pu disparaître, cet intérêt? Je peux vous dire que chacun est limité à la fois dans sa perception, et que moi je me suis intéressé donc aux aspects des facteurs les plus usuels. Je connais mal, j'ai quelques idées sur les étoiles fixes, mais je connais mal le problème. Parce que dans une vie, on fait ce qu'on peut. Moi, je ne suis pas un astrologue professionnel, et donc, si vous voulez, je suis un passionné acharné, un amoureux de l'astrologie, et ceci étant, je me doute bien, et d'ailleurs, comment dirais-je, j'en ai plus fait que j'en ferai, parce que bon, je suis né en 31, en fait le calcul, ceci étant, je pense que quelqu'un pourra s'y intéresser, parce que l'astrologie, à mon avis, en est à ses débuts, à ses balbutiements, et elle sera amenée à reprendre un certain nombre de choses, comme moi je l'ai fait dans ce livre, puisque j'ai constaté que la théorie astrologique était un peu, pour certains aspects, un peu fumeuse, qu'elle n'avait pas de coordonnées, et j'ai cherché à coordonner et à tirer ce que l'on appelle, au plan scientifique, un schéma explicatif de l'astrologie dans ce livre, le cercle astrologique, défense et illustration de l'astrologie. Donc vous avez devant vous un partisan, et non pas un homme neutre. C'est-à-dire que j'aime l'astrologie, je la défends, et j'y crois beaucoup. Et ça m'a beaucoup servi dans ma carrière, qui n'a pas été astrologique. Alors justement, cette tradition astrologique, je pense d'ailleurs que M. Roger Eke aussi aurait des choses à dire sur ce sujet, cette tradition astrologique, comment est-ce qu'à votre avis elle s'est constituée? Comment les astrologues en sont arrivés à développer leur savoir sur les astres, sur leur influence? Eh bien, c'est par erreur que l'on croit qu'il n'y a pas de communication dans le monde. C'est ainsi qu'on dit, les choses, c'était pas les Perses, mais enfin je parle de l'Irak. Ensuite, on dit les Égyptiens, des choses comme ça. Et on s'aperçoit que de tout temps, il y a eu beaucoup de liaisons dans le monde. C'est ainsi, par exemple, qu'après la conquête d'Alexandre de l'Empire indien, eh bien, il y a eu beaucoup d'échanges entre les Indes et donc la Grèce, en particulier les philosophes grecs. Et on retrouve même des bouddhistes, des moines bouddhistes à Alexandrie et des hindouistes. Et on peut même supposer qu'il y a eu des contacts jusqu'à la mer Morte, car il y a quand même des analogies troublantes avec les Esséniens. Et donc, on peut dire que le savoir de l'humanité, d'abord, on peut dire que l'astrologie, qui est basée sur l'observation des faits de la nature, ne pouvait pas, être différente d'un pays à l'autre quant aux observations. Je répète qu'on voit bien la salade, ça permet de faire les calendriers, ça permet de prévoir les récoltes. Bon. Ceci étant, il y avait des échanges importants, très important, d'abord dans le monde méditerranéen, mais bien entendu aussi, je viens de citer, avec les Indes. Car il faut bien savoir que si l'astrologie, à mon avis, est née dans 300 fertiles, elle a très vite conquis la Chine, elle a très vite conquis les Indes, mais je crois que, effectivement, pour répondre à votre question, je crois que l'astrologie vraiment en tant que telle, parce que les autres avaient déjà une vue, ils regardaient déjà les étoiles, il fallait bien pour pouvoir faire nos récoltes, mais je crois que l'astrologie en tant que
comment dirais-je, en tant qu'entité reconnaissable, bien identifiée, c'est d'abord le poisson fertile, et puis ensuite, bien sûr, ça va être la Chine, ça va être les Indes, ça va être surtout l'Égypte, et puis ensuite de l'Égypte, ça va être l'Europe, et puis enfin, on ne va pas faire l'historique. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que les astrologues et les astrologues, il faut savoir une chose qu'on oublie, c'est que les pères de l'astronomie moderne étaient tous des astrologues. Galilée, Copernic, et Kepler, et si vous voulez, je cite là Einstein qui rend hommage à l'astrologie là, dans le livre. Il faut bien comprendre que ce n'est que depuis le scientisme du 19e du siècle, enfin, qu'on s'est acharné à éreinter l'astrologie. On s'est arrêté. Les scientistes se sont efforcés de l'éreinter, alors que ça n'a rien à voir, je vous dis tout de suite, donc la vérité scientifique est valable, mais ce n'est pas la réalité. On peut penser que la réalité scientifique nous donne tout, nous parle à propos des choses et nous a fait une description qui permet la réussite technique, mais elle n'a pas vocation à prétendre ce que c'est que la vérité. Parce qu'il y a une autre vérité, pas une autre vérité, il y a des compléments, il y a un monde, des apparences, et puis il y a le relatif et l'absolu. Et dans ce relatif, l'absolu, on peut penser que cet absolu, c'est un Dieu personnel, on peut penser comme les bouddhistes que finalement, ce sont l'absolu et le relatif, ce sont les deux aspects complémentaires d'une même réalité. Donc, que l'on prenne avec une vue, avec un Dieu, ou un Atman, ou comme les bouddhistes, la notion de vacuité, de toutes les façons, la science ne peut pas prétendre à la vérité. Là, elle se trompe. Et dans ses critiques de l'astrologie, bien souvent, elle mise à côté. Malheureusement, on ne peut pas lui répondre, et malheureusement, moi j'ai essayé de le faire, mais je ne peux pas faire ça, mais je trouve que vraiment, la position est injuste, parce que quand on n'a pas fait d'astrologie soi-même, on ne peut pas en juger. Et en conséquence, c'est la réponse que faisait Newton, alors que quelqu'un, je ne sais plus qui, ne croyait pas à l'astrologie, il lui a dit, mais vous êtes qualifié, c'est peut-être un autre savant, et il lui a dit, vous n'êtes pas qualifié, moi je suis qualifié parce que, et n'oubliez pas que tous les grands, parce que j'ai parlé des derniers, mais ceux qui ont fait l'astrologie étaient, comme Ptolémée, étaient aussi de grands scientifiques. Comme Ptolémée, dont le système a duré jusqu'à maintenant, il a duré, je veux dire, jusqu'à ce qu'il soit changé, mais qui est toujours valable en astrologie, parce que nous partons de notre position sur Terre, parce que nous ne sommes pas des oiseaux, nous sommes, à partir de notre position, nous faisons des observations. Et donc, l'astrologie est géocentrique. Alors, je voudrais savoir pourquoi, dans ce cas-là, vous dites par ailleurs que l'astrologie n'est pas arrivée complètement à son aboutissement. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle n'est pas encore arrivée et comment pourrait-elle y arriver? C'est une excellente question. Parce que l'astrologie est un courant immense qui a commencé, c'est la première, j'allais dire, science. C'est-à-dire qu'au départ, tout est astrologie. On peut dire que toutes les religions, là je vous renvoie à la Bible, à la Torah, à ce que vous voulez, vous verrez que toutes les religions reposent sur la pensée astrologique. Toutes les religions, toutes les civilisations. Et même la philosophie repose au départ sur l'astrologie. Et même chez les Grecs, lorsque la philosophie est née, elle était empreinte d'astrologie. Les deux choses allaient ensemble, à tel point que les astrologues étaient médecins, étaient astronomes, donc il n'y a pas antinomie entre les deux, ils sont complémentaires, et je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'astrologie sans astronomie. Mais il n'y a pas d'astrologie qui puisse être vraiment terminée. Elle ne peut se terminer relativement qu'avec l'accroissement sans cesse de la science, et en partie des mesures, que ce soit l'utilisation de l'informatique, l'utilisation de la statistique. Ceci étant, dans mon esprit, jamais l'astrologie n'est opposable à l'astronomie, ni même à toutes les sciences, et ni même aux autres courants de pensée, qui fort heureusement sont souvent pas trop, moins, comment dirais-je, intolérantes à notre égard que certains spécialistes de la science, Donc, je suis certain
que l'astrologie va encore progresser, parce qu'effectivement, l'astrologie se réfère à la vie en son entier. Donc elle n'en est, je pense, qu'à ses balbutiements. Absolument. Et là, pour l'instant, elle est dans le noir, parce qu'elle a été beaucoup critiquée, elle a été mal défendue, il n'y avait pas de schéma explicatif, il n'y avait pas un langage permettant aux scientifiques de s'y intéresser et d'essayer de comprendre, mais je suis persuadé que si l'astrologie revient, elle reviendra en force, à condition qu'elle ne soit pas mêlée aux soucis uniquement pécuniaires, des gens qui veulent en tirer uniquement quelque chose, mais je pense que l'astrologie ne peut que se développer, elle est à ses débuts. Nous manquons nous n'avons pas toutes les clés. Alors justement, parmi les clés qui nous manquent, que pensez-vous de la question de la prévision ? Est-ce que l'astrologie doit améliorer sa capacité à prévoir, ou est-ce que c'est une fausse route et qu'est-ce que vous en pensez du dossier prévisionnel de l'astrologie? Ouais, vous savez qu'en astrologie, il y a beaucoup de courants, des conditionnalistes, des karmiques, de tout ce que vous voulez. Mais pour moi, l'astrologie, elle fait une, et chacun dans son coin, et c'est fait progresser. Et moi, je cherche plutôt à rassembler. Alors, pour répondre à votre question, l'astrologie, à chaque fois qu'elle a des découvertes, les utilise. C'est ainsi qu'elle utilise maintenant les planètes transsaturniennes, c'est-à-dire au-delà de Saturne, c'est-à-dire que ce soit Uranus, que ce soit Pluton et que ce soit Neptune. Ça, c'est une chose. Alors, en ce qui concerne les progrès, on voit que c'est très clair, que donc il y a une possibilité de progrès en fonction des progrès scientifiques qui vont se faire. Mais bien sûr que ça nécessite beaucoup de travail. Et est-ce que j'ai répondu? Non, ma question c'est de savoir si l'astrologie peut améliorer ses facultés prévisionnelles. Donc, dans le cadre de cette amélioration, puisque je vous dis que l'astrologie est à un niveau encore très, très bas pour moi, je pense que bien entendu elle va tout améliorer, y compris ses prévisions, parce que pour l'instant, on peut bien constater que là, on est moins fort en prévision que dans l'étude des caractères ou dans les services qu'on peut rendre aux gens, que ce soit pour l'éducation des enfants ou que ce soit même pour le business, même au point de vue financier. Il est donc certain qu'au niveau des prévisions, mais il ne faut pas confondre prévision et prédiction. Oui, alors justement. Alors, la prévision, ça veut dire que tout comme les gens font des prévisions au niveau de l'économie, eh bien, ils font des prévisions, ça ne veut pas dire qu'ils font pas des prédictions. Donc, l'astrologie doit se contenter de faire des prévisions, c'est-à-dire pouvoir avertir les gens qu'il y a de grandes chances, on peut dire, tout comme en économie ou en politique, il y a de grandes chances, on peut prévoir, et de mieux en mieux, un certain nombre de choses. Mais certainement pas le prévoir. On peut pas le prédire. Hein. Donc ne pas confondre prévision et prédiction. Alors, l'état de l'astrologie va s'améliorer, et en particulier, je pense que la prévision a de beaux jours devant elle. Mais c'est pas non, c'est pas fondamentalement ce qui m'intéresse. Moi, je m'intéresse beaucoup à défendre l'astrologie en tant que telle. Je ne vais pas donc trop dans les spécialités. Je reste dans des choses de base qui permettent, alors après, à des collègues qui sont plus intéressés par tel ou tel aspect, y compris ceux qui s'intéressent au karmique, et quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur religion, qui leur permettent de pouvoir travailler là où ils le veulent. Mais alors, finalement, qu'est-ce qu'étudie l'astrologie? Parce que tout à l'heure, j'avais l'impression que vous étiez en train de dire que l'astrologie étudiait tout. Oui. Vous ne voulez pas limiter son créneau, non, absolument pas. Maintenant, au plan pratique, il est certain qu'il va y avoir, comment dirais-je, des limites qui s'imposent d'elles-mêmes. Elles s'imposent d'elles-mêmes en fonction des besoins des gens. Mais l'astrologie peut s'occuper de beaucoup de choses. Y compris, par exemple, elle pourrait même être un prétexte, si vous voulez, à la psychologie. Parce que dans mon livre, j'ai bien fait constater que le schéma explicatif des aspects existe implicite avant toutes les théories qui ont pu faire depuis Hippocrate, ont pu faire les gens pour chercher les caractères, pour établir une psychologie. Autrement dit, si ma pensée est celle-ci, c'est que l'astrologie est antérieure et elle est la mère, y compris de la psychologie, et y compris, si vous voulez, de tout ce qui a pu être découvert après. Donc vous voyez, je ne suis pas neutre, je suis complètement persuadé. À propos justement
de prévision ou de contenu de l'astrologie, quelle est l'importance que vous accordez aux maisons, aux significations des maisons? Parce que les maisons sont porteuses d'énormément de substances au niveau des événements, au niveau de ce qui concerne les gens. Alors, tout est... C'est-à-dire que quand vous prenez un thème, c'est malheureux qu'on n'en ait pas un sous les yeux, vous verriez que les planètes sont dans un signe. Non, mais je parle à thème de quelqu'un qui serait là. Vous voyez que les planètes sont dans un signe, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que la planète est une fonction. Et puis cette fonction, elle va se développer dans le cadre d'un signe, mais elle va être relative finalement à un vécu, je dirais, dans la vie et dans le secteur considéré. Je vais prendre un exemple, parce que dans les analogies, on peut continuer. Vous avez parlé tout à l'heure du trigone, mais je vais vous parler maintenant, si vous voulez, d'une autre figure, ou comme vous le voulez. Mais quand on prend par exemple une maison, toutes les maisons ressemblent, sont en analogie avec un signe. Par exemple, vous prenez la maison 12, qui est une maison difficile, la maison 12 est en analogie avec Neptune et avec les poissons. Et donc, la maison 12 va être le rapport que va avoir l'intéressé, le natif, avec l'absolu. Et ça va se traduire par une méditation qui lui viendra naturellement. On trouvera des grands religieux, on pourra trouver aussi des médecins, ou ça sera une méditation qui lui sera imposée par la souffrance, et on les verra dans des maladies handicapantes, on le verra dans des hôpitaux, mais le sens premier, parce que bien souvent on voit ça, le sens premier, c'est le rapport de l'individu avec l'absolu, et qui passe généralement par la souffrance, étant bien entendu que c'est la souffrance, comme dit Victor Hugo, qui est le maître de l'homme. Alors, quels sont pour revenir un peu sur cet inventaire de l'astrologie, par exemple, si on prend le cas du zodiaque, est-ce que le zodiaque, pour vous, est quelque chose qui nous a été correctement transmis, qui est resté intact, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent à corriger ou à rectifier? C'est l'objet de mon livre. J'ai corrigé beaucoup de choses dans le zodiaque, mais fondamentalement, c'est une très belle, un outil qui demande à être perfectionné, c'est pour ça que je l'ai fait, mais effectivement, le zodiaque est tout à fait essentiel à l'astrologie et repose, et je m'y suis attaché de le prouver, repose sur à la fois des vérités d'expérience et sur une cohérence interne. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques échantillons des points qui vous ont paru le plus problématiques et sur lesquels vous avez apporté un certain nombre de corrections intéressantes? Écoutez, ça fait l'objet de tout le livre. Non, mais comme ça, avec le recul, par exemple, quelles sont vos découvertes ou vos mises en évidence les plus frappantes? Eh bien, c'est que, par exemple, il y en a des milliers, par exemple, je ne sais pas, on dit par exemple que Mercure est le maître des Gémeaux et de la, comment dirais-je, de la Vierge. Et de la Vierge, et donc, mais par contre, on va dire que Mercure, comment dirais-je, est un élément qui correspond. Alors, j'ai cherché de rationaliser. Mais ce que je voulais vous dire, je vais prendre un exemple peut-être dans les aspects, puisque les aspects, c'est important. Eh bien, on s'est trop attaché à définir qu'il y avait des bons et des mauvais aspects, puisqu'ils sont, comment dirais-je, en analogie avec un chiffre, le 3, je vous ai dit que le 3, c'était l'épanouissement, mais c'est aussi le trop, c'est-à-dire que, tout comme Jupiter, comme le 3, s'il y a trop d'épanouissement, on ne peut plus vivre, il faut un peu de rétraction, la rétraction de Saturne, carré de tout ce que vous voulez. Autrement dit, tout ça, donc les aspects positifs peuvent devenir négatifs, et de même façon, les aspects négatifs peuvent devenir positifs, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend le carré qui est difficile, il peut amener à un sérieux, à la rigueur, c'est-à-dire qu'on va passer de la frustration à une rigueur, et on ne va plus opposer la vraie détente de Jupiter et la vraie rigueur, un petit peu comme dans l'arbre des séphirotes auquel on faisait allusion tout à l'heure, on va voir que finalement ce sont deux pôles qui ne sont pas opposés, ils sont apparemment opposés, mais ils sont complémentaires. Et on pourrait, dans la Kabbale on fait, tracer plutôt la ligne idéale qui participerait à la fois des deux. C'est ainsi que l'amour ne peut pas être fait de caresses, il peut être fait aussi de conflits. Et donc toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. On sait aussi qu'un homme n'est pas uniquement un homme, il a des éléments féminins. C'est ce dont j'ai traité
dans le cercle astrologique, et tout le livre est fait là-dessus, donc il y a des éléments qui sont de rationalisation, de cohérence qui sont amenés, et que j'ai développé. Mais je reviens un peu sur ma question de tout à l'heure, à savoir, malgré tout, est-ce que vous ne pensez pas que pour prendre conscience de la présence de l'astrologie dans le monde, qu'est-ce qui dans le monde qui nous entoure nous fait le plus nous diriger vers l'astrologie? C'est-à-dire, quand vous regardez le monde autour de vous, qu'est-ce qui vous paraît le plus en rapport avec les astres? Dans la vie quotidienne, dans l'histoire des gens. J'ai bien compris votre question et il est intéressant d'y répondre. Je vais vous dire d'abord, je prétends pas être tout le monde et savoir ce que chacun peut chercher dans l'astrologie.